Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, c'est le Grand Matin Sud Radio et le petit déjeuner politique de Jean-Baptiste Moreau, qui est député de la Creuse et porte-parole La République En Marche. Bonjour Jean-Baptiste Moreau. Bonjour. Emmanuel Macron a fait un petit mea culpa hier. Nous avons peut-être parfois construit des bonnes réponses, mais trop loin de nos concitoyens, en considérant qu'il y avait des sachants, des subissants. C'est une erreur fondamentale. Vous partagez ce constat ? Oui, il faut bien tirer les leçons de ce qui s'est passé au cours des derniers mois et globalement depuis 2 ans faire un bilan. Je pense que c'est toujours bon et surtout de savoir se remettre en question et de savoir changer ce qui n'a pas été et de réorienter ce qui est allé dans une impasse. Donc je pense que c'est bon d'avoir un peu d'introspection et ça change un peu dans l'univers politique où on est toujours assez sûr de soi, voire trop sûr de soi. Oui. Est-ce que ce n'est pas Emmanuel Macron qui aurait dû faire ce discours de politique générale, parce qu'il avait dit en fait qu'il allait avoir le congrès, etc., plutôt qu'Édouard Philippe. C'est lui qui est un peu attendu au tournant aussi, non ? Non, mais chacun sa place. Il a fait un certain nombre d'annonces. Il a fait une conférence de presse suite au grand débat et aux conclusions du grand débat. Il a donné les grandes orientations. Il a donné quelques mesures fortes. Maintenant, c'est au Premier ministre de mettre en musique tout ça, en tant que chef d'orchestre du gouvernement, de hiérarchiser les mesures et de programmer dans le temps toutes ces mesures. Donc, c'est parfaitement la Constitution de la Ve République et c'est au Premier ministre, effectivement, de mettre en musique maintenant le programme. Alors, est-ce que vous êtes entendus, vous, maintenant, les députés, si je puis dire, à la base ? Parce qu'on a cru comprendre, il y a quelques mois, que tout se faisait entre l'Élysée et Matignon et que vous n'étiez pas consultés. Alors, je suis sans doute pas le mieux placé pour parler de ça, puisque j'ai des relations quand même assez particulières, que ce soit avec le chef de l'État, avec le Premier ministre ou avec la plupart des membres du gouvernement. Donc, moi, j'ai jamais eu souffert de ne pas être entendu. Après, globalement, sur le groupe de la majorité, il y avait peut-être pas suffisamment d'échanges, effectivement, entre le Parlement et le gouvernement. Entendu, c'est une chose, écouter, c'en est une autre aussi. Hein. Oui, c'est 2 choses bien différentes, effectivement. Vous ne leur aviez pas dit, par exemple, pour le 80 km/h, pour on est un certain nombre. Sur la crise des Gilets jaunes, je pense que bien malin celui qui peut dire maintenant qu'il avait vu ça grondait un peu, que ça grondait dans le pays, que ça grondait dans les territoires ruraux. Moi, c'était un des points d'alerte, mais c'est aussi un des ressorts de notre élection. Hein. Enfin, je veux dire, depuis 2 ans, on savait qu'il y avait une colère et un sentiment de déclassement qui grandissait dans ces territoires ruraux. On a alerté, effectivement, mais après, on n'avait pas idée que ça prendrait une telle forme telle que la crise des Gilets jaunes. Mais c'est pas complètement réglé, si. Non, c'est pas complètement réglé. Il y a eu des annonces fortes. Parce qu'on a l'impression que maintenant, ça y est, c'est tapis rouge jusqu'à 2022 pour Emmanuel Macron. Non. Ça, alors là, bien malin, celui qui aurait dit au mois d'octobre qu'au mois de novembre, il y aurait autant de personnes dans les rues, je pense que personne ne le savait. Donc, dans 3 ans, personne ne sait ce qui se passera. Donc là-dessus, il faut être modeste et il faut surtout éviter les grandes annonces et les effets de manche. On verra ce qui se passera. Il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites. Il y a une réorientation qui a été donnée au quinquennat. L'acte 2 va démarrer cet après-midi. Maintenant, il a déjà démarré puisqu'on a déjà commencé à examiner un certain nombre de projets de loi. Il y a des projets de loi qui vont être annoncés. Maintenant, non, rien n'est gravé dans le marbre. Qu'est-ce qui est le plus attendu par vous ? Je pense que globalement, ce qui est le plus attendu, on a déjà pris pas mal de choses sur le pouvoir d'achat. Au mois de décembre, on a pris des mesures d'urgence, qui ont un coût autour de 17 milliards. Donc c'est déjà pas mal. Il y a une réforme emblématique qui vraiment va être clé sur ce quinquennat, c'est la réforme des retraites. C'est évident. C'est très très attendu. Moi, je viens d'un département un des plus âgés de France avec beaucoup de retraités. Il y a un besoin très net de la réforme des retraites et aussi de revalorisation des petites retraites, notamment artisans, agriculteurs qui sont dans des difficultés. Et l'âge de la retraite, il doit être repoussé une bonne fois pour toutes à 64 ans, alors ? Non, là-dessus, l'âge légal de la retraite, le président et le Premier ministre l'ont réaffirmé, et Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, l'a réaffirmé aussi. Il n'y aura pas de changement dans l'âge légal de départ à la retraite. Après, ce sera à 62 ans. Voilà, ce sera toujours 62 ans. À condition d'avoir évidemment tous ces trimestres. Après, sur les taux de retraite et sur la retraite à taux plein, ça va dépendre un peu du parcours de vie et du parcours de vie active des personnes. La dégressivité des allocations chômage, ça c'est aussi capital, il faut le faire ou pas ? Ou est-ce qu'on va toucher à ceux qui sont sans emploi ? Alors, il faut faire attention à ce qu'on va faire, mais c'est aussi une demande qu'on a entendue au cours des Gilets jaunes, c'est que le travail paye plus que l'inactivité, et donc il faut trouver des moyens, effectivement, de... L'inactivité, travail paye plus que... Que le travail paye plus, oui, que le travail paye plus. Il faut que le travail paye plus. Que le travail paye significativement plus que de ne pas avoir de travail. Enfin, sinon, c'est démotivant pour tout le monde, et on est aussi dans une démarche. Alors, je sais que c'est un peu enfoncer les portes ouvertes que de dire ça, mais moi, je ne croise pas un chef d'entreprise, même sur un territoire rural comme le mien,
qui ne cherchent pas à embaucher et qui ne trouvent pas forcément le personnel en face. Donc il y a un problème d'inadéquation entre l'offre et la demande. C'est pas qu'il y a plus de chômeurs, il y a des chômeurs, mais pas forcément adaptés au marché du travail actuel. Donc il faut faire en sorte de les aider, de les accompagner vers l'emploi et vers des emplois qui sont à pourvoir aujourd'hui. Oui, Jean-Baptiste Moreau, vous êtes député de la Creuse, porte-parole de La République En Marche et aussi agriculteur. Oui. Donc l'écologie va être au centre, là, j'ai cru comprendre, des priorités du gouvernement. Mais comment ça va se traduire pour l'agriculture ? C'est évident. Les agriculteurs sont les premiers exposés au réchauffement climatique. Enfin, je veux dire, le nombre de sécheresses depuis moi, je suis installé depuis 2006 sur mon exploitation. J'ai déjà connu au moins 4 années de sécheresse très dures avec des indemnisations de la part de l'État parce qu'on n'était pas en capacité d'avoir suffisamment de fourrage pour nos animaux l'hiver. Donc, c'est vraiment quelque chose de très palpable pour nous, les agriculteurs, le réchauffement climatique. Et il y a vraiment un enjeu fort aujourd'hui à lutter contre ce réchauffement climatique. Donc, il y a des mesures fortes à prendre. Il y a la loi pluriannuelle de l'énergie qui arrive la semaine prochaine à l'Assemblée nationale qui va être à discuter parce qu'il y a un certain nombre de choses sur la production d'énergie que les agriculteurs peuvent mettre en place sur le photovoltaïque, sur les méthaniseurs, sur un certain nombre de choses. Il faut des aides, c'est ça, de l'incitation? Pas forcément des aides, des incitations, des prix de rachat différenciés peut-être pour un certain nombre de projets collectifs d'agriculteurs qui peuvent, ça fait un complément de revenu et c'est aussi sur ces territoires où on a le plus de place pour produire ces énergies renouvelables qui permettront de s'autonomiser des énergies carbone et des énergies fossiles qui, on voit bien aujourd'hui, enfin là même si le prix du carburant est en train de baisser, il a augmenté pendant des années. Les tracteurs, ils vont pas fonctionner à l'électricité demain encore. Il y en a, ça existe. Il y a de la recherche et innovation à mobiliser sur ces choses-là. Bon, c'est pas opérationnel tout de suite. Enfin, c'est pas demain qu'on va faire marcher les tracteurs à l'électricité, mais il va falloir se poser les questions puisque on voit bien que sur les énergies fossiles, on est dépendant des conjonctures mondiales et on est après plusieurs mois de hausse catastrophique. Là, ça rebaisse, mais on voit bien qu'on maîtrise rien du tout là-dessus. Donc, il faut absolument qu'on arrive à avoir une certaine forme d'autonomie énergétique. C'est vital pour l'économie française et européenne. Et il y aura également des priorités pour l'agriculture bio avec des quotas, un objectif très précis. Mais on l'avait marqué dans la loi, l'objectif à 2022, c'est 15% de surface agricole utile en bio. Aujourd'hui, on est à peine à 6, donc il y a vraiment de la marge de manœuvre. Il y a un plan ambition bio d'1 milliard qui a été présenté l'année dernière par le ministre de l'Agriculture. Il est en train de se mettre en place progressivement. Il faut effectivement inciter à la conversion en agriculture biologique, ne serait-ce que pour répondre à la demande du consommateur. Est-ce que c'est faisable là dans les 10 ans à venir d'avoir une agriculture bio pour toutes les exploitations céréalières, le maïs Mais pour toutes, non. 100%, ça serait ridicule et ça serait même inutile. Enfin, je veux dire, on serait dépassé par les autres pays qui ne respectent pas en plus. Oui, et puis de toute façon, c'est pas forcément nécessaire. On n'aura pas 100% d'exploitation d'agriculture biologique. On a l'agriculture la plus durable au monde. Ça a été reconnu par un certain nombre d'experts internationaux, notamment anglophones. Donc, on a l'agriculture la plus durable au monde. Il faut qu'à côté de l'agriculture biologique, on progresse aussi sur l'agroécologie, sur une conversion de l'agriculture vers des moyens de production plus propres, moins d'utilisation de produits phytosanitaires. Mais dire qu'on aura 100% d'agriculture biologique demain, non. Maintenant, il faut atteindre ces 20% d'agriculture biologique en 2022. C'est essentiel. On se donne les moyens de le faire et le taux de conversion ces dernières années est énorme. Enfin, de toute façon, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a un marché important, il y a une demande très forte et une appétence très forte du consommateur avec des prix qui sont rémunérateurs et donc les agriculteurs, ils savent compter. Donc ils y vont. Jean-Baptiste Moreau, est-ce que dans les exploitations, on parle aussi de cette inquiétude de la mode en fait du vegan et donc de la consommation qui se réduit de plus en plus de la viande? Alors, la consommation, elle se réduit pas tant que ça. Elle se transforme, par contre, la consommation de viande. Mais effectivement, l'agribashing avec la tendance vegan inquiète beaucoup, avec toutes les actions qui peuvent être menées par différents groupuscules agissants qui ont beaucoup de respect pour la vie animale, assez peu pour la vie humaine. Pour avoir reçu des menaces de mort de la part d'un certain nombre d'entre eux, oui, je peux vous dire que voilà, ils ont une conception différenciée de la vie entre l'homme et l'animal. Mais et ça, vous le dites à Emmanuel Macron, puisque vous dialoguez souvent avec lui. Je le dis de façon très décomplexée. Il faut de la fermeté. Il faut défendre notre agriculture. Il faut défendre notre mode d'élevage qui, à bien des égards, est extrêmement vertueux et qui est en lui-même protecteur de l'environnement avec les prairies qui sont des puits naturels à carbone et qui permettent justement on va dire, de dépolluer l'air. Donc il y a un certain nombre de choses et de fausses idées qui sont véhiculées par ces courants et il faut défendre notre agriculture qui est dans des grosses difficultés. Il faut être clair aussi. Et dans les élevages, on doit faire aussi des efforts. Je pense notamment à la maltraitance animale. Il y a chaque semaine quasiment en fait de nouveaux scandales. Il faut interdire une bonne fois pour toutes l'élevage, par exemple, de poules en cage ou pas? Alors là-dessus, moi, pour être tout à fait clair, on a refusé d'inscrire dans la loi l'interdiction des poules en cage.
cage parce que ce qu'on veut faire, c'est que la filière donc laisser le temps à la filière de s'adapter, parce que ça servirait à rien d'interdire les poules en cage en France pour importer des œufs qui viennent d'un autre pays où ils sont produits dans des conditions bien pires encore qu'elles peuvent l'être en France. Après, moi je condamne les gens qui vont dans les élevages. Enfin, je veux dire, je pense que vous ne seriez pas très content que quelqu'un vienne dans votre maison installer une caméra. Donc je condamne les modes d'action. Qu'il y a des progrès à faire sur le bien-être animal, bien entendu, les agriculteurs en sont les premiers conscients, mais il faut laisser le pas de temps nécessaire pour que la filière puisse s'adapter sans la déstabiliser, parce que pour régler un problème en France, alors on va interdire les poules en cage, on va détruire une filière et puis on apportera nos œufs et nos poules des États-Unis où elles sont beaucoup plus maltraitées qu'aujourd'hui en France, ou au Brésil, où il y a des feedlots de 10 000 têtes de bétail dans la boue jusqu'au ventre et qu'on est obligé de nettoyer à l'eau de javel à l'entrée des abattoirs. Oui, à propos des États-Unis, puisque vous en avez parlé, Donald Trump menace d'augmenter les taxes sur l'importation de vin français. Il faut une réaction coordonnée. Je pense que c'est déjà une réaction au fait que le président de la République s'est opposé à l'ouverture des négociations avec les États-Unis du traité tant que celui-ci ne rentrerait pas dans l'accord de Paris ou resterait en dehors de l'accord de Paris. Donc je pense que c'est déjà une petite mesure de rétorsion du président des États-Unis qui, on veut dire, enfin les États-Unis, que les États-Unis soient protectionnistes, c'est pas une grande nouveauté, c'est pas une news, hein, ça fait longtemps qu'on le sait. Juste Donald Trump l'exprime un peu plus fort que pouvaient l'exprimer les présidents précédents. Maintenant, il faut pas céder, il faut rien lâcher là-dessus. Il faut rien lâcher. Ça passe par l'Europe. Oui, ça passe que par l'Europe et il faut rien lâcher sur nos standards environnementaux et sur nos. Il faut pas mettre en concurrence notre agriculture avec une agriculture qu'on veut pas, c'est-à-dire l'agriculture intensive et qui ne tient ni compte de l'environnement ni du bien-être animal. Jean-Baptiste Moreau, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Votre département, la Creuse, détient le record de licenciés en foot. Voilà, féminin, 14% de femmes. La sélectionneuse Corinne Diacre, elle a fait ses armes chez vous dans la Creuse. Au Buisson et dans un petit club du sud du département. Voilà, et alors je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de la une de Charlie Hebdo? Parce que si je reprends ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on parle de sexisme, de vulgarité, de drôlerie, bien sûr, de provocation, ou juste que c'est gras. Parce que là, ça représente un sexe féminin, les jambes, les cuisses ouvertes, avec un ballon de football et avec cette phrase magnifique, on va en bouffer pendant 1 mois. Ouais, c'est Charlie Hebdo, quoi. Donc on a l'habitude, hein. Enfin, je veux dire, c'est de la provoque, voilà, bon. C'est de l'humour selon vous ou pas? Oui, c'est de l'humour. Alors ça peut ou ne peut pas ou ne peut pas faire rire, mais c'est de l'humour. C'est Charlie Hebdo, il cherche la provoque et c'est trash, mais pas plus que ce qu'ils ont l'habitude de faire ordinairement. Donc après, c'est la liberté de la presse, ils ont le droit de le faire. Donc on valide. C'est un peu gras. Valider, c'est un grand mot. C'est pas. On valide ça à me moitié, fait pas alors. super rire. Voilà. Honnêtement, ça me fait pas super rire. Je les ai connus beaucoup plus drôles. D'accord. Voilà. Merci. Vous avez un invité surprise. Oh mon Dieu, bonjour. C'est Jean Lassalle, ça va Jean-Baptiste? Ça va. L'homme qui murmurait à l'oreille des entrecôtes. On a appris ces dernières semaines que dans l'agroalimentaire, vous coupiez la viande avec plein de cochonneries dedans pour filer aux pauvres. Les Polonais. Bande de copieurs. Mon petit-neveu Kevin, il fait pareil depuis des lustres avec le shit. Il le coupe en deux aussi. Alors voici ma question. Dans l'affaire des faux steaks cachés, là, qui est le coupable et où qui s'était caché, justement, le coupable? Alors là-dessus, ça met en lumière les dérives de l'agroalimentaire aujourd'hui. Vous avez les steaks hachés premier prix dans vos rayons de supermarché. Je vous invite à regarder un peu les étiquettes et vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres choses que de la viande dans ces steaks hachés premier prix, avec de l'amidon, effectivement, alors pas aussi catastrophique que ça peut être là, avec que du gras et quasiment pas de viande, mais vous avez de l'amidon, vous avez du soja, vous avez un tas de choses dans les steaks hachés premier prix. Donc et ça contribue à faire baisser les cours de la viande. Donc là-dessus, voilà, j'invite chaque consommateur et chaque journaliste à aller regarder les étiquettes des steaks premier prix dans les rayons de supermarché. Merci Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse et porte-parole de La République En Marche, qui était ce matin sur Sud Radio. C'est vrai, avec Dany Moreau qu'on retrouve aux alentours de 8h20 sur Sud Radio, 7h57.